crise anglophone cristallise l'attention de la République au moment où le Cameroun se dirige vers cette élection présidentielle prévue en octobre 2018. Il réagit sur ces questions brûlantes d'actualité après une grande tournée politique dans le Grand Nord. Le professeur Maurice Kamto a invité du journal de 20h, c'est dans un court instant. Avec nous, professeur Maurice Kamto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat déclaré du MRC à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Vous avez suivi ce débat autour de cette convocation de la conférence anglophone générale. Il y a une levée de boucliers. Le maire de Buea s'oppose à la tenue de cette conférence dans sa ville. Certains membres du gouvernement sont réticents au niveau des préalables posés pour cette conférence anglophone. Que pensez-vous de cette initiative? D'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de commenter quelques points saillants de l'actualité politique, mais également sociale, économique éventuellement de notre pays. S'agissant de cette conférence qui a été initiée et dont la convocation a été rendue publique, d'abord, je dirais que je suis surpris par la réaction de ceux qui sont réticents à la tenue d'une telle conférence. Parce que, voyez-vous, depuis 2 ans, nous sommes confrontés à une situation extrêmement préoccupante et en tout cas sans précédent dans l'histoire récente de notre pays. Le gouvernement a montré soit son incapacité, soit son manque de volonté de régler cette crise. Et voilà que des initiatives de bonne volonté, justement, veulent créer les conditions d'une sortie possible de cette crise à travers une conférence qui peut apporter un apaisement. Je ne connais pas les objectifs. Vous parlez, enfin certains ont parlé d'agenda caché, mais nous ne pouvons pas développer une politique de soupçon chaque fois que des Camerounais prennent une initiative pour répondre à une situation qui déchire notre pays. Et donc, sur le principe, déjà, j'estime qu'on ne devrait jamais refuser à des Camerounais qui veulent se mettre ensemble pour réfléchir et trouver des solutions à des problèmes qui se posent au pays de le faire. Qui plus est, il s'agit d'un problème auquel, je le répète, le gouvernement manifestement a été incapable ou n'a pas voulu apporter une réponse idoine. Et donc, il me semble qu'une telle conférence est la bienvenue dans le contexte actuel. Alors vous êtes encore une fois, si vous permettez, je ne sais pas quels sont les objectifs de la conférence. Je vais vous donner des éléments sur cette conférence anglophone. Les objectifs visent à réunir les populations des 2 régions pour qu'elles discutent sur les problèmes communs concernant les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qu'elles désignent leurs représentants qui doivent participer à un dialogue national inclusif sur le problème anglophone. C'est en tout cas le vœu du cardinal Christian Toumi et les autres leaders religieux. Quelle est votre analyse des objectifs fixés à cette conférence? Si tels sont les objectifs, il me semble que le gouvernement devrait saluer, mais vraiment chaleureusement, les initiateurs de cette conférence. Pourquoi? D'abord parce que il s'agit justement des 2 régions concernées. Et donc, qu'elles veuillent se mettre ensemble pour réfléchir aux moyens et aux modalités de sortie de cette crise, ça devrait être une démarche saluée non seulement d'ailleurs par le gouvernement, mais par tous les autres Camerounais. Mais les conditions d'organisation semblent diviser davantage l'opinion concernant la libération des personnes qui ont été interpellées dans le cadre de la crise, mais aussi le cessez-le-feu de la part des différentes parties impliquées sur le théâtre de cette crise. Ça, ce sont des préalables. Et là, nous ne discutons pas pour l'instant des préalables, nous discutons du principe. Que le gouvernement dise « je ne vais pas répondre à certains préalables », je peux comprendre. Mais que d'emblée, on jette la suspicion sur la conférence et que certains d'ailleurs se braquent contre cette conférence, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et que de toute façon, je ne peux pas entendre. Parce que, encore une fois, il s'agit des 2 régions affectées où des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais. Deuxièmement, n'oubliez pas que à diverses occasions, le gouvernement a dit « mais avec qui voulez-vous que l'on discute ?» Et voilà qu'ils disent « nous allons nous réunir et aussi désigner ceux qui peuvent prendre part au dialogue » et qu'on nous dise « non, ils n'ont pas le droit de le faire ». Cela aussi est, j'allais dire, une preuve supplémentaire
de l'absence de volonté du gouvernement de régler cette crise. Parce que si les deux régions peuvent se mettre ensemble pour désigner donc leur porte-parole légitime à un dialogue qui serait initié à l'échelle du pays, quoi de plus normal? Cela devrait être salué. Vous êtes candidat à cette élection présidentielle prévue cette année, une année où les régions anglophones sont confrontées à une escalade de violences meurtrières. Vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour éteindre les braises ardentes de cette crise anglophone? Je crois pouvoir dire sans forfanterie que nous avons été les premiers à proposer une démarche qui aurait pu nous permettre de régler cette crise sans verser, sans que les Camerounais soient amenés ou obligés de verser le sang d'autres Camerounais. La première étape, et je répète toujours, était d'envoyer une mission de paix, d'apaisement, de désescalade, avec un certain nombre de mesures symboliques d'accompagnement. Délégation politique, par essence, composée de personnalités de la société civile, des autorités religieuses, des autorités traditionnelles venant des différentes régions du pays, des personnalités crédibles, peut-être des représentants des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, porteurs d'un dialogue de paix pour rassurer nos compatriotes anglophones que non seulement ils sont des citoyens à part entière de notre pays, mais qu'ils sont des frères et sœurs des Camerounais de l'autre rive du Mungo. C'est l'histoire, le hasard de l'histoire que personne n'a demandé, ni les anglophones, ni les francophones, qui nous ont amenés à cette situation de biculturalisme, ou en tout cas où il y a deux entités linguistiques, d'ailleurs basées sur des langues étrangères dans notre pays. Et donc, ça ne devrait jamais être brandi comme un facteur de division. Une fois que cela aurait été fait, avec effectivement un certain nombre de mesures d'accompagnement des populations qui ont été spoliées. Certains sont dans les bourses, d'autres dans des camps de réfugiés. Certains ont perdu leur maison, d'autres des villages entiers. Il doit y avoir, comme première urgence, des mesures d'accompagnement pour que ces personnes reprennent une vie normale. Ensuite, deuxième moment, on ouvre le dialogue. Et un dialogue inclusif, les Camerounais sont suffisamment patriotes, assez intelligents, pour trouver en eux-mêmes les solutions idoines à une telle crise. Et je pense que cette solution étant trouvée dans le cadre d'un dialogue inclusif et sincère, on aurait acté cela dans la Constitution, suivant les modalités à choisir, que ce soit par le biais d'un référendum ou par le biais de l'Assemblée nationale. Justement, à ce sujet, l'ambassadeur de France au Cameroun et le chef de l'État, Paul Biya, ont encore discuté de la crise anglophone. Ce jeudi, au cours d'une audience qui s'est tenue en mi-journée au Palais de l'Unité, le diplomate français invite les Camerounais à s'engager pour la paix, l'unité et promouvoir la diversité, socle de vivre ensemble. Pour vous, professeur Maurice Kamto, quel rôle la communauté internationale, Paris, Washington, peuvent jouer dans la résolution de cette crise anglophone? Vous savez, nos compatriotes sont toujours très méfiants quand on parle de la communauté internationale. Je voudrais, pour ma part, insister sur ce que nous sommes capables de faire en tant que nation. Et vous m'avez demandé tout à l'heure, pour aller jusqu'au bout de ma réponse, qu'est-ce que je ferais si demain les Camerounais me faisaient l'honneur de faire de moi le troisième président de la République de ce pays. Ma première sortie politique serait dans les régions anglophones, nord-ouest, sud-ouest. Ma première sortie politique nationale. J'irai là porter un message de paix. J'irai là rassurer mes compatriotes. Et après, je mettrai en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cadre d'un dialogue dont les résultats devront être consignés dans la Constitution de la République. En clair, vous serez prêt à céder sur la forme de l'État, sur un système de gouvernance fédéraliste, comme certains le revendiquent, au-delà de la décentralisation prônée par le gouvernement actuel? On n'a pas à céder sur quoi que ce soit. Justement, l'erreur vient de là. Quand on parle de céder, on a l'impression que quelqu'un fait une concession ou lâche quelque chose pour quelqu'un d'autre. Nous sommes une nation. Nous sommes un même État. Et j'ai toujours dit qu'une nation est une invention de chaque jour. Ça n'est pas quelque chose gravé une fois pour toutes définitivement dans le marbre. Nous devons construire. Chaque fois, il y aura des problèmes. Il y a des nations qui ont 1000 ans, qui sont aujourd'hui encore confrontées effectivement à des revendications particularistes. En ce qui me concerne, j'ai dit, ce n'est pas le contenant qui est primordial, c'est le contenu. Et qu'est-ce que c'est que le contenu ? Toutes les régions du Cameroun, et en particulier les régions du nord-ouest et du sud-ouest, veulent davantage d'autonomie.
pour pouvoir gérer leurs affaires au niveau régional, répondre avec la célérité voulue aux problèmes de leur population, trouver les solutions idoines pour le développement de leur région, sans avoir de parcourir 1500 km pour venir à Yaoundé pour ceux qui partent de l'extrême nord, ou de venir signer un papier que l'on aurait pu signer à Bamenda ou à Garoua ou à Maroua ou ailleurs. Mais la particularité des deux régions anglophones, c'est que à cette nécessité ou à ce besoin d'autonomie vient s'ajouter ou se surimposer, si vous voulez, un héritage historique. Je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas demandé. Quelquefois, j'entends les francophones dire, mais que veulent les anglophones? Et moi, je dis, que veulent les francophones? Pourquoi est-ce que l'on fait comme si la question anglophone était une invention d'une partie du pays? En 1916, notre pays s'est retrouvé partagé en deux. Condominium franco-britannique à la suite de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Et voilà tout le point de départ. Donc ils ont un héritage, comme nous avons, nous francophones, un héritage et que nous devons respecter. Une fois qu'on a compris cela, on comprendra pourquoi j'ai toujours été favorable que, une fois que l'autonomie est donnée à toutes les régions, pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il faut un statut spécial qui leur permet de prendre en compte justement cet héritage historique qu'ils tiennent de leur, du mandat et de la tutelle britannique pendant près de 70 ans. Professeur Maurice Kamto, sur la route d'Etoudi 2018, vous envisagez de concevoir une machine électorale aux couleurs d'une coalition politique. Où en êtes-vous avec ce projet aujourd'hui? Vous savez, vous qui êtes un bon observateur de notre scène politique, que personne ne veut la coalition autant que moi. Et personne n'a œuvré autant que moi pour qu'il y ait une coalition. Je donne quelques faits. J'ai rencontré à ce jour tous les leaders des principaux partis politiques de l'opposition, à une ou deux exceptions près. Si je pense par exemple à l'UNDP, dont je n'ai pas pu rencontrer le dirigeant, bien qu'il soit d'ailleurs dans une plateforme gouvernementale officielle avec le RDPC, mais j'ai écrit formellement, je n'ai pas pu. Et l'UDC, que je n'ai pas encore pu rencontrer en dépit de toutes sortes de démarches. Mais j'ai rencontré tous les autres, que ce soit le candidat du SDF, que ce soit les représentants du SDF à travers le secrétaire général du SDF, le président de NAO, le président du CPP, la présidente du CPP, Offre Orange, Manidem, Purs, et que sais-je encore. J'ai rencontré tout le monde. Et je pensais qu'à partir de là, on pouvait dire, on forme une coalition qui va d'ailleurs au-delà de la présidentielle. Parce qu'une coalition, pour moi, c'est pas simplement une coalition pour le contrôle de l'exécutif, c'est une coalition aussi pour partager les sièges au sein du Parlement, pour avoir une majorité de coalition, comme les Sénégalais ont su en construire une autour du président Macky Sall. Et à l'heure actuelle, professeur Maurice Kamto, quels sont les leaders politiques qui ont rejoint cette coalition, à l'heure où nous parlons? J'ai annoncé dans ma conférence de presse hier que je communiquerai aux Camerounais le résultat de mes consultations après que Elekam aura rendu public la liste des candidats dont la candidature a été validée à l'élection présidentielle. Pour quelle raison vous pourrez attendre que de lever le voile sur ceux qui seront réunis ensemble? Je comprends que vous veuillez avoir le scoop, mais permettez-moi justement de respecter notre propre calendrier. D'une part parce que, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de formations politiques qui ont accepté justement d'entrer dans une coalition avec nous et que nous sommes encore en contact avec d'autres partis politiques. Les discussions se poursuivent, les liens ne sont pas rompus, même si on ne peut pas s'attendre toujours à des miracles. La discussion porte-t-elle sur celui qui va porter celui qui sera le porte-flambeau de cette coalition? C'est un point important, parce que nous devons éviter de leurrer les Camerounais. Vous savez, par le passé, on a fait croire aux Camerounais que l'on aboutirait à un candidat unique de l'opposition. Et la population camerounaise a vécu dans cet espoir. Pour qu'à la fin, à la veille de l'élection, on leur dit ça a été impossible. C'est catastrophique, parce que c'est le plus sûr moyen d'amener les Camerounais à rester chez eux et de ne pas aller voter. Quelles sont les garanties aujourd'hui qu'une coalition pourrait permettre de mobiliser les Camerounais durant cette élection présidentielle? Je pense que les Camerounais en font la demande. Mais j'ai toujours mis tout le monde en garde qu'il n'y aura pas de candidat unique de l'opposition pour une raison très simple. Laquelle? C'est que même si vous parvenez, parmi les acteurs actuellement connus, à avoir un candidat unique, comme je le disais, le gouvernement pouvait et peut toujours susciter un autre candidat, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'une élection, c'est au-delà simplement des coalitions d'état-major. C'est après cela la capacité de la coalition à créer une dynamique autour de la candidature
que l'on aura retenu, parce que c'est la population, c'est le peuple, ce sont les électeurs qui portent une candidature. Savez-vous pourquoi le candidat du SDF a fait le score qu'il a fait en 92? Certains disent qu'il a perdu, d'autres disent qu'il a gagné. Et donc on peut en débattre. Mais il a porté une candidature qui était remarquable. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'il y a eu une dynamique autour de sa candidature qui était l'Union pour le changement. C'est ce que nous voulons créer, c'est ce déclic-là. Les Camerounais sont demandeurs de la coalition. Mais les Camerounais observent plutôt une dynamique autour de la candidature de Paul Biya. Vous avez suivi ces 20 leaders politiques qui se sont présentés comme des leaders d'opposition, qui ont choisi de rejoindre Paul Biya, présenté comme l'assurance tout risque pour ces 7 prochaines années à la tête du Cameroun. Que pensez-vous de ce ralliement? Est-ce que c'est ça? J'ai rien à penser, chacun est libre de faire ses choix. C'est au peuple camerounais, ensuite, d'apprécier l'itinéraire et les choix de ces dirigeants, donc de ceux qui, un jour, se présentent à eux comme étant de l'opposition et tirant d'ailleurs à boulet rouge, sans aucun ménagement, sur celui qu'ils rallient. Ensuite, le lendemain, sans coup férir et sans expliquer pourquoi. Il y a de nombreuses vidéos qui circulent et qui nous montrent justement ces dirigeants de l'opposition qui ont rallié ce candidat-là, en train de dire qu'il est incapable de gouverner, que c'est le pire, justement, des dirigeants que l'on est en Afrique et toutes sortes et l'affuble de toutes sortes de noms d'oiseaux. Aujourd'hui, c'est à eux d'expliquer aux Camerounais. Ne me demandez pas ce que j'en pense. Moi, ce qui me préoccupe, c'est comment, effectivement, demain, sortir avec une dynamique qui montre aux Camerounais que nous sommes dans une logique de coalition, ou en tout cas dans une dynamique de victoire avec ceux qui auront rejoint justement notre coalition. Que ce soit d'ailleurs des partis politiques ou des personnalités de la société civile, nous voulons bâtir une dynamique et une coalition gagnante. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Nous œuvrons à cela et je crois que nous rendrons public les résultats de nos démarches après la publication de la liste des candidats retenus par ELECA. Merci, professeur Maurice Kamto. Je précise que vous êtes le président national du MRC et candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre. Si vous aviez une minute, je dirais une dernière petite chose sur la coalition. Le candidat, ou en tout cas le camp d'en face, qui présente un candidat qui a donné probablement le meilleur de lui-même en 36 ans, et avec l'âge respectable que nous respectons en Afrique, mais qui veulent nous faire croire que maintenant il peut courir les 100 mètres qu'il n'a pas couru 36 ans plus tôt. Je disais que, en fait, le piège qu'ils tendent aux autres Camerounais, c'est quoi? C'est de décrire par avance l'échec des candidats de l'opposition, en disant, si l'opposition ne fait pas une coalition, elle ne peut pas gagner. Et comme elle n'a pas fait de coalition, elle a perdu. C'est mathématique, mais c'est faux parce que les prémices sont totalement inexactes. Parce que tout le monde dit, et c'est valable au Cameroun comme ailleurs, c'est la capacité de chaque candidat à présenter un profil qui parle aux Camerounais. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour vous-même dans votre vie et pour votre pays? Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais comme projet pour faire ensemble avec eux les transformations nécessaires, la modernisation dont notre pays a besoin? Et donc, le fait de dire s'il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de victoire, c'est une tentative d'écrire par avance l'échec de l'opposition. Et c'est pour cela que je dis aux Camerounais, écoutez, regardez chacun. Regardez les itinéraires de tous les candidats, y compris du candidat sortant. Voyez l'offre politique, voyez ce qu'on peut encore, et l'état de notre pays. On n'a pas eu le temps d'en parler, je viens d'une tournée dans l'extrême nord. Quand on sort de là, quand on a vu le pays profond, on comprend que effectivement notre pays est dans une situation où on ne peut plus se contenter des beaux discours sur le plateau de télévision. Merci, professeur Maurice Kamto. On aura le temps de pouvoir dérouler votre offre politique dans le cadre des programmes spécialisés d'Equinox Télévision qui viendront dans les tout prochains jours concernant cette présidentielle 2018. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et juste après cette édition du 20h, l'émission Equinox Soir se poursuit. Serge Alain et ses invités font le débrief du journal de 20h. Serge Alain. Voilà, c'est justement deux déclarations